Un petit bidon, mon pépère. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du tour. On n'a jamais vu ça. Aïe, 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 attention, Philippe, ne le pas rafler. Allez, mon grand. T'es grand aujourd'hui. T'es grand. Chapeau. Salut à tous, salut à toutes. Ravi de vous retrouver pour parler vélo au sein des podcasts Chasse Patate. Alors il faut le dire, la saison de route a offert ses premières courses, notamment en France. Et on peut se féliciter, on peut le dire. On a eu des belles épreuves avec des beaux scénarios. On va revenir sur l'ensemble de ces courses. Grand Prix La Marseillaise, l'Étoile de Bessèges ou encore le Tour de la Provence. Et pour faire le tour de cette actu, évidemment, les compères du gros Péto sont bien présents avec Mathieu. Salut Mathieu. Salut Brice, salut à tous. Comment vas-tu ? Très bien, il y a du vélo qui revient, ça peut que aller bien. Ouais, on sait pas trop où donner de la tête. Et un nouveau membre, alors pas du groupe Eto et de Chasse Patate, mais on n'a jamais eu l'occasion de collaborer ensemble sur les podcasts. Salut Hugo, bienvenue, ravi de pouvoir échanger bicyclette avec toi. Salut Brice, moi aussi, avec tout le monde. Hein. Puis bon, avec la reprise de la route, ça fait super plaisir. Exactement, donc on a un petit peu évoqué ces courses en France qui marquent le début de la saison, mais au programme également de ce podcast, on abordera les décisions qui ont été prises par l'UCI en interdisant certaines positions sur le vélo, notamment sur le cadre de vélo, qui sont considérées comme dangereuses, voire non adéquates. Et évidemment, on fera un petit topo sur les invitations des équipes sur les 3 grands tours, Giro, Vuelta et Tour de France. Ces invitations qui ont été rallongées, les fameuses wildcards pour cette saison 2021. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose ? On en débattra ensemble. Et pour terminer cette présentation, on me glisse dans l'oreillette qu'on aura une rubrique, une chronique de ta part, Hugo. Et ce sera pour ne pas trop dévoiler et ne pas trop spoiler, comme on dit. Ça tournera autour des courses qui ont eu lieu en hémisphère sud, notamment les championnats australiens, néo-zélandais. Et on va parler également de la jeunesse. Voilà, donc Hugo ne nous en dit pas plus, on découvrira ça à la fin du podcast. Messieurs, si vous êtes prêts, on y va, c'est parti. Première partie, les amis, les courses de début de saison. Alors comme on l'a dit en introduction, la France, qui au regard du contexte sanitaire dans le monde, est un peu le pays d'accueil des premières compétitions de l'année. Grand Prix La Marseillaise, l'Étoile de Bessèges ou encore le Tour de la Provence. Messieurs, première question qui me vient à l'esprit en abordant ces courses-là. Il n'y a plus de montée en pression. Mathieu, est-ce que les rondes d'observation existent encore ? Les grands noms du cyclisme sur ces quelques courses ont déjà répondu présent. On pense à Egan Bernal, à Filippo Ganna, à la Philippe évidemment, et pourquoi pas Tim Wellens. Il n'y a plus de rondes d'observation, Mathieu. C'est vrai qu'on est reparti un peu comme c'était sur la deuxième moitié de la saison en 2020, c'est-à-dire que il y a beaucoup de coureurs, beaucoup de grands coureurs sur les courses de reprise qui sont présents parce que en fait on se retrouve face à une situation qui est toujours compliquée un petit peu sanitairement. On a pas mal de courses qui ont été annulées, notamment toutes les courses espagnoles au Portugal également qui sont annulées en ce début de saison. C'est pour ça qu'on a finalement que les courses françaises de ce début de saison, ce qui est presque un peu paradoxal par rapport à ce qu'on avait à l'automne dernier. Donc de fait, comme on a un peu cette incertitude par rapport aux courses à l'avenir, il y a certainement ce fait que les coureurs vont se dire faut gagner, faut être performant de suite le plus rapidement possible parce que si je ne suis pas maintenant, peut-être que dans 2 semaines on ne va plus courir. Donc il y a peut-être ça à mon avis qui joue, mais ça fait des belles courses en tout cas, c'est sûr. Hugo, est-ce que le fait d'avoir toutes ces grandes stars du cyclisme qui sont cantonnées aux courses françaises en ce début de saison, est-ce que c'est bon signe pour la suite ? Parce que les courses ont l'air plutôt de bien se dérouler, les coureurs ont l'air plutôt satisfaits. C'est peut-être de bon augure pour les saisons qui suivent. Peut-être que les coureurs maintenant qui avaient l'habitude de rouler plutôt Espagne, Portugal, voire peut-être même au Moyen-Orient, peuvent se dire finalement les courses françaises ça vaut le coup et je les coche dans mon agenda pour dans mon calendrier pour les saisons qui arrivent. Ouais, surtout pour Bessèges, je pense, parce que ça offre quand même un profil qui est complètement différent de tout ce qu'on retrouve avec l'Algarve, Valence, tout ça, qui sont quand même des courses montagneuses. Et au final, avec le Tour des Alpes, Maritimes et du Var, et avec le Tour de la Provence, en fait, on retrouve un peu les mêmes schémas. Donc, on retrouve encore les côtes pour... Ça va être compliqué comme les années suivantes, je pense, parce qu'il y aura quand même beaucoup de concurrence. Il y a
quand même pas mal aussi de nouvelles courses. Bon, là, ça va être plus tard dans l'année qui vont arriver, même s'il y a aussi des annulations, paradoxalement. Mais je pense surtout pour Bessèges, ça peut vraiment leur faire du bien, parce que quelques années, il y avait vraiment que les World Tour françaises qui venaient avec IAF par là, etc. Et donc, c'était vraiment pas un petit plateau, mais ça a vraiment changé le standing. Et puis là, on voit quand même l'équipe Ineos cette année qui était venue avec une très grosse équipe. Bon, certes en rodage, mais pour les prochaines courses, mais ça offre vraiment quelque chose de différent, quoi. On a vu les Flandriens se faire plaisir, quoi, sur la course, et c'est sympa de voir que même avec le plateau, on a quand même une super course. Alors on va en profiter, on a la tête un petit peu fraîche, tous les trois, et notamment tous les deux, pour rentrer un petit peu dans le sportif. Quel coureur, si on conserve ces 3 courses françaises qu'on mentionne, quels coureurs au pluriel vous ont marqué et vous ont vraiment tapé dans l'œil, Hugo? Alors moi, je vais pas choisir les gros coureurs comme Bernal ou Sosa. Moi, ceux qui m'ont vraiment impressionné, c'est les jeunes coureurs. Parce qu'on a vu par exemple le champion de Porto Rico, Abner Gonzalez, faire un top 20 au Ventoux, alors que c'est sa première course pro, que en plus c'est pas un profil de grimpeur, c'est un profil passe-partout. C'est pareil avec Matteo Jorgensen qui fait 12e au Ventoux, Maury Van Sevenant qui, on l'avait vu en échappée, je crois, à Liège l'an passé, mais là qui quand même fait dernier équipé d'Alaphilippe, qui termine 8e au Ventoux. Et c'est pareil aussi pour Carlos Rodriguez chez Ineos, qui est encore très jeune, qui est aussi un coureur complet plus que grimpeur. Et moi, c'est vraiment ça qui m'a impressionné. C'est ils sont là, ils s'écroulent pas, ils terminent là, quoi. Ils sont par exemple meilleurs qu'un Vlasov qui avait fait un gros début de saison l'année dernière, quoi. C'est impressionnant. Et après, si on va par là, pareil, sur l'étoile de Bessèges, avec Jake Stewart qui fait 4e au final, qui était pareil, super présent dans l'étape où ça pète de tous les côtés. Enfin, il y a du beau monde, et les jeunes répondent présents, et c'est super, quoi. C'est très intéressant que vous mentionniez un petit peu les outsiders, second couteau ou coéquipiers, de les mettre un petit peu en avant de la sorte. Juste pour rebondir sur ce que disait Hugo, c'est vrai que Rodriguez a été particulièrement impressionnant sur les routes du Mont Ventoux. Enfin, on parle des jeunes. Ivan Sosa est un... Il est quand même pas bien vieux, hein, c'est sûr. Il est quand même pas très âgé, hein. De mémoire, sans connaître sa date de naissance par cœur, il doit tourner autour des 23-24 ans. Je pense pas me tromper en étant dans ces eaux-là. Il va avoir 24 ans en octobre. Voilà, il va avoir 24 ans au mois d'octobre. Ça fait pas mal de temps qu'on le connaît un petit peu. On attendait pas mal de choses de lui depuis qu'il était notamment chez Ineos. Le Tour de Burgos, on connaît, il maîtrise. Mais là, c'était quand même un autre standing. Et finalement, si on revient sur cette étape du Mont Ventoux, la tactique Ineos, à la base, pour Egan Bernal, a payé. Donc, il remporte l'épreuve. Mais c'est Ivan Sosa qui lève les bras au final. Après, c'est aussi un schéma de course qui connaît très bien Ivan Sosa. Ivan Sosa, c'est un pur grimpeur, encore davantage qu'Egan Bernal. Et ce format vraiment course de côte, sur lequel on ne peut pas faire vraiment autrement sur le Mont Ventoux, ça lui convenait parfaitement. Et voilà. Après, c'est vrai que ce à quoi j'ai pensé un peu au début, quand Sosa est parti et que Bernal l'a laissé filer, je me suis dit, ils sont en train de tester un peu Bernal, voir où il se situe, etc. Parce qu'il y a aussi toujours la question de sa forme. Lui qui avait fait quand même une saison de 2020 compliquée à cause de ses blessures. Je crois que c'était au dos lui aussi, comme Thibaut Pinot. C'est ça. Donc voilà, faut aussi qu'il puisse se tester et se rassurer. Il a pu se rassurer, je pense, vraiment sur ce Tour de la Provence, en laissant le leadership à Ivan Sosa. Sur un format de course qui convenait parfaitement vraiment à son jeune coéquipier colombien. Je suis complètement d'accord. C'était vraiment. Moi, j'ai pas été. En fait, Sosa, il m'a pas tant étonné sur le Ventoux que sur l'étape précédente où c'était sur un sprint en faux plat montant où il pleuvait. Enfin, il y avait vraiment un mauvais temps, et d'habitude, il est sur ces conditions climatiques, on le voit pas, quoi. C'est le grimpeur de poche qui se fait secouer. Et moi, j'avais surtout, avant tout, été impressionné par. Je crois qu'il fait 12e sur cette étape. Et moi, ça m'avait impressionné parce que c'est pas le genre d'étape où on le voit à l'avant, en fait. On est d'accord, c'est très bien de le mentionner, d'avoir fait un petit focus sur Ivan Sosa. On l'espère qu'on pourra le voir davantage cette saison, parce qu'il est un petit peu timide ces 2 dernières saisons chez Ineos, il faut appeler désormais Ineos Grenadier.
Du côté des déceptions, très rapidement, est-ce qu'on peut juste rapidement mentionner les sprints d'Arnaud Démare où il est passé à côté de très très proche de la victoire si Ballerini n'avait pas décroché la fusée, tout simplement, sprint pulvérisateur vraiment sur notamment le Tour de la Provence. Hugo, un avis sur Arnaud Démare? Il va répondre présent, c'est très bon signe de le voir à la manœuvre comme ça et ça va vite cliquer, on va dire. Ouais, après moi j'ai pas vu le final de la première étape, mais il y avait quand même il y avait un fort vent de face et il a surtout lancé un peu trop tôt, il s'est fait vraiment sauter sur la ligne de ce que j'ai vu. Et après sur la 4e étape, déjà sur la 2e, il a chuté. Et de toute façon, je pense qu'il n'aurait pas été là pour la gagne. Et sur la 4e étape, c'est plus une faute de sa part parce que, c'est difficile à dire parce qu'en fait, il n'a pas disputé le sprint. C'était un final qui lui convenait pas du tout parce que les finales techniques, on sait que ça lui convient. Généralement, il se fait tout le temps décrocher de son train, donc on sait que c'est pas forcément ce qui lui convient le mieux. Et là, en soi, on n'a pas vraiment eu matière à juger parce qu'il n'a pas du tout sprinté. Il a lâché prise dès qu'il a perdu la route de ses coéquipiers, quoi. Après ça, oui, sur l'arrivée à Salon de Provence, la dernière ligne droite, on le voit, il est en 10-15e position. Il est loin de la tête. Il y a un peu une façon de dire c'est pas là, ça sert à rien que je sprinte parce que je sais que si c'est pour sprinter, pour aller chercher une 8e place, fondamentalement, ça va rien m'apporter. Donc après après par contre pour le coup sur la première étape de ce Tour de la Provence, il a été impressionnant sur son sprint. Mais il est quand même tombé sur un os avec Ballerini qui était stratosphérique pour aller le remonter de la façon dont il le fait, même si avant de face, parce que Démare, au moment où il accélère, il sort tout le monde de sa roue, il crée un gap, et il faut quand même que Ballerini, qui revient de loin, ait la force pour remonter. Donc c'est pour ça j'ai envie de dire, Brice, quand t'as dit déception puis Démare, j'ai pas bien compris au début, ça m'a un peu tiqué au début, mais voilà, en tout cas, Démare, il fait un bon début de saison, comme on a eu aussi Brian Cocard, Christophe Laporte, Nasser Bouhanni, ça commence quand même. Aussi qui tourne un petit peu autour et on les sent prêts en tous les cas. Tout à fait. C'est la démonstration que l'hiver de nos coureurs français, notamment sprinteurs, s'est plutôt bien déroulé et ça se voit assez rapidement en ce début de saison. Alors effectivement, on a parlé très rapidement de Alaphilippe, Ballerini. L'équipe de Koenig Quick-Step pose les bases un petit peu comme les 3, 4, 5 dernières années. Avec des coureurs qui vont gagner partout tout au long de la saison. Un petit focus avant de passer à la deuxième partie de notre podcast sur la victoire de Christophe Laporte de l'équipe Cofidis sur l'étoile de Bessèges. Il a quand même sorti sur si on se remémore cette première étape avec cette arrivée un petit peu en côte au sommet d'une belle côte. Christophe Laporte, quel plaisir de le revoir performer comme ça, incisif et en plus porté sur l'attaque parce qu'il répond à une très belle accélération de Nasser Bouhanni. Christophe Laporte, Cofidis, ça y est, ça se débloque un petit peu. Ça va lui faire du bien après sa saison 2020 qui était compliquée. C'est sûr, c'est une très très bonne manière de lancer la saison. Puis après, sur l'avant-dernière étape de l'étoile de Bessèges, il fait également deuxième de l'étape, j'allais dire deuxième du sprint, mais non, parce que devant c'était Filippo Ganna qui était incroyable. Magnifique Filippo Ganna en échappée, c'était la fusée, Cancellara des grands jours, c'est impressionnant. Après, pour revenir sur Christophe Laporte, en fait la victoire qui va chercher à Bellegarde sur la première étape de l'étoile de Bessèges, moi j'ai envie de dire c'est presque plus l'accélération de Bouhanni qui me surprend, qui m'étonne, parce qu'en fait on n'attend pas de ce genre de comportement de Nasser Bouhanni, d'un sprinter. On sait que Christophe Laporte est peut-être un peu plus complet que Bouhanni, surtout que ces dernières saisons n'ont pas montré Bouhanni énormément à son avantage. Mais pour le coup, c'était très étonnant de voir Bouhanni faire deuxième en puncher et Christophe Laporte qui vient quand même le sauter sur la ligne, un peu sur le même style d'effort. Ouais, ça, après, je pense Laporte, c'était vraiment une arrivée qui était faite pour lui. En plus, on sait que moi j'avais quand même de gros doutes vu la saison 2020, mais il s'est vraiment bien repris. Puis Bessèges, c'est un peu sa course. Mais ouais, Bouhanni, il attaque parce que il a dit que en gros, il savait pas ce qu'il pouvait faire sur ce genre d'arrivée, donc autant attaquer. C'est l'équipe compte sur lui, donc autant attaquer. Alors vu qu'il ne sait pas quel résultat il peut faire, et au final, ça montre qu'il est en forme, quoi. Il a bien fait. Ouais, c'est impressionnant.
Alors Mathieu Hugo, on a fait très rapidement le tour de ces épreuves françaises. On a parlé course, on a parlé résultats. Mathieu, tu as très bien fait l'enchaînement en disant Filippo Ganna, il est bien posé sur sa machine, parce que là maintenant on va se concentrer sur la position des coureurs cyclistes sur leur bicyclette, sur leur vélo. Mathieu, est-ce que tu peux nous faire très rapidement une description de la situation, ce qui s'est passé ces dernières semaines au sein de l'UCI, ce qui a un petit peu secoué le monde du vélo. Je suis pas forcément sûr qu'on s'en arrête là. Il va peut-être avoir des rebondissements d'ici le mois d'avril et peut-être ensuite. L'UCI qui a statué, ou en tous les cas qui s'est prononcé sur des interdictions qui vont voir le jour. On parle notamment de la fameuse position Mohoric, qui consiste à s'asseoir sur le cadre, voire même de pédaler. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Mathieu, sur cette question-là ? C'est ça, en fait, début février, l'UCI a publié plusieurs mesures et notamment l'interdiction de 2 positions sur le vélo qui sont très utilisées par les coureurs, notamment la position qu'on appelle Mohoric, même si elle n'est pas propre à Matej Mohoric, c'est-à-dire la position de s'asseoir sur le cadre tout en pédalant, et ce qui est surtout utilisé dans les descentes pour avoir un meilleur appui aérodynamique et mieux fendre l'air que d'avoir le cul assis sur la selle. Donc ça, c'est une première position qui a été interdite et qui sera interdite à partir du 1er avril, pas dès à présent. Est-ce que c'est un poisson d'avril de la part de l'UCI ? Ah on verra le 1er avril. On verra le 1er avril. En tout cas, les coureurs l'ont pas pris de cette façon. Non, clairement. En tout cas, c'est le cas de le dire. Et après, la deuxième position, c'est la position contre la montre, c'est-à-dire sur un vélo classique en course en ligne, de se mettre les avant-bras sur le cintre et de ne pas avoir les mains posées sur le guidon, d'être vraiment en position recherche de vitesse, comme s'il y avait les prolongateurs du vélo de contre-la-montre. Ça, c'est la deuxième position qui sera interdite à partir du 1er avril. Donc ça va faire que, donc, à partir du 1er avril, si je me fie à ce qui a été annoncé par l'UCI, on verra si ça sera bien le cas le 1er avril, parce qu'on sait que l'UCI est habitué à changer tous les 4 matins. Ça pourra faire une amende de 1000 francs suisses, une perte de 25 points au classement UCI, et ça pourra même aller jusqu'à la mise hors course ou la disqualification de la course de l'épreuve. Donc on verra si jamais une certaine clémence. Mais en tout cas, c'est ce qui a été annoncé par l'UCI, avec aussi plusieurs autres mesures, comme notamment le fait de réprimander plus fortement les jets de bidon dans la nature, parmi ces autres décisions. Exactement. Mathieu, c'est très intéressant de s'arrêter quelques instants sur les sanctions, celles que tu as évoquées là. Est-ce que les sanctions vont crescendo si le coureur se fait reprendre 1 fois, 2 fois, 3 fois dans une même étape, sur une même épreuve de course par étape? Comment ça se passe un petit peu? Est-ce que ça c'est statué? Est-ce que c'est très clair? Ou finalement on est un petit peu dans le flou sur l'attribution des sanctions sur par exemple une course par étape? Alors pour l'instant c'est compliqué, ça a été annoncé assez récemment. J'ai pas trop vu d'éléments pour l'instant. Faudra chercher, se renseigner, et au moment où ça sera mis en place à partir du 1er avril, ce qu'il en est. Après, c'est déjà, comme j'ai dit, on verra de quelle façon ça sera mis en place. Est-ce que ça sera plus ou moins strict, plus ou moins souple? Et après aussi, ça pose une question, c'est comment ça va être vérifié, parce que les coureurs qui vont être à l'avant, ils vont se faire plus facilement voir que les coureurs qui vont être à l'arrière. Et si par exemple tu es un coureur dans le groupe Eto, dans une descente de col, que tu fais la fameuse position Mohoric, mais que par exemple, je sais pas, tu es pas dans le groupe Eto, parce qu'autour du groupe Eto, il y aura probablement un commissaire UCI, mais disons que tu es esselé, tu es largué en montagne, tu fais la position Mohoric en descente, il n'y a pas de commissaire autour de toi, il n'y a pas la moto télé qui va te filmer, finalement ça peut passer crème. C'est le genre de choses qui peut prêter à débat. Ouais, tu pointes des questions très intéressantes. Hugo, 2 questions. La première, c'est est-ce que tu as déjà testé cette position à Mohoric sur le vélo? Et la deuxième, un petit peu plus sérieuse, selon toi, est-ce que c'est une situation un peu ubuesque? On a vu beaucoup de coureurs montrer leur mécontentement, notamment sur les réseaux sociaux. On aseptise d'autant plus le cyclisme à travers ces décisions-là. C'est quoi ton point de vue?
Alors déjà, non, j'ai pas testé cette position. Vu mon niveau en vélo, moi je me fais les sorties de 20-30 km maximum. Hein. Ça me prend déjà une bonne heure. Ça me suffit déjà. Donc déjà, je gravis des côtes. Ensuite, je verrai pour les descendre. Voilà. Mais après, mon avis, alors le problème, c'est très compliqué d'analyser ça d'un point de vue extérieur parce que de toute façon, c'est pas tout blanc, tout noir. Tu auras toujours pour ou contre, mais c'est sûr, ce serait très compliqué. Ça va être très compliqué à vraiment à vérifier parce que voilà, j'avais vu on a vu sur Twitter, sur le forum, c'est comment tu fais si je sais pas, si Alaphilippe il gagne Liège-Bastogne-Liège et si après tu vois qu'en fait 50 km avant il a fait la position, est-ce que tu disqualifies des trucs comme ça, mais aussi ça peut justifier effectivement pour tout ce qui est instruction aux jeunes, aux amateurs et tout ça, pour pas reproduire la position de Mauric par exemple, que je peux comprendre. Et c'est sûr aussi que ça justifie aussi de l'enlever dans toutes les situations possibles, parce que là aussi, comment est-ce que tu peux contrôler quand quelqu'un va utiliser cette position ou pas, quoi. C'est ça, c'est pas facile à contrôler. Donc moi, malheureusement, j'ai pas trop d'avis parce que je suis vraiment extérieur à tout ça, Mais Hugo, et parce que je descends pas avec ça, mais je sais pas ce que ça peut changer. Mais en fait, Hugo, tu l'as mentionné, est-ce que le fait d'interdire cette position, d'interdire, comme l'expliquait Mathieu, de mettre les avant-bras sur le cintre, est-ce que c'est des préventions qui peuvent être fondamentales pour les jeunes coureurs cyclistes? Est-ce qu'il n'y a peut-être pas d'autres combats? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les mener, hein, loin de là mon idée, mais est-ce qu'on ne peut pas faire de la prévention sur des choses qui sont peut-être plus impactantes, qui ont peut-être plus de sens pour les jeunes cyclistes? C'est compliqué, mais c'est vrai que le problème c'est que là ces décisions en plus elles interviennent dans un contexte où on a vu pas mal de chutes en raison des mobiliers urbains par exemple. Donc c'est sûr que ça a fait un peu l'effet poudrière, ou même Boigny qui justement sur l'arrivée à Salon-de-Provence disait que c'était pas la faute de Baleridi, mais c'est parce que les barrières par exemple étaient mal mises à l'arrivée que du coup ça s'était resserré. Mais c'est sûr que il y a plein de mesures qui sont possibles. Ça essaye de voir apparemment entre le CPA et l'UCI, mais ça essaie d'informer les coureurs. Mais il y a pas mal de trucs, mais on sait vraiment. Enfin, on n'a pas l'impression de voir quelque chose de dirigé de la part de l'UCI parfois par moment. C'est sûr que. D'ailleurs, justement, à propos des barrières, ça fait aussi partie de ces mesures mises en place par l'UCI qui seront appliquées à partir du 1er avril, d'avoir une réglementation un peu plus stricte pour avoir des barrières plus solides et pour éviter notamment, j'espère quand même, ce qu'on a vu sur le Tour de Pologne l'année dernière avec la chute de Fabio Jakobsen qui était en partie aggravée par les barrières. Oui, c'est ça, parce que avec Groenewegen Jacobsen, est-ce qu'on n'aurait pas besoin de plus de réglementation, par exemple sur le sprint ou sur l'approche du sprint, que les simples lignes rester dans son couloir et inscrit dans le règlement UCI, quoi. Sachant que c'est déjà ça prête déjà à confusion, comme le sprint de Salon de Provence dimanche dernier, quoi. Voilà, et puis il suffit d'avoir le même sprint 2 fois avec 2 commissaires différents, ça peut être jugé de 2 manières différentes, c'est très compliqué à statuer bien évidemment. Mais c'est très intéressant et important de mentionner le mobilier urbain. Je ne sais pas vous, et on va clôturer ce point-là sur cette question. Plus je regarde les sprints, plus j'ai l'impression que plus les courses passent et les saisons passent, qu'ils deviennent de plus en plus dangereux. J'ai le cardio, moi personnellement en regardant les sprints, vraiment je suis presque inquiet à chaque sprint tellement je trouve que c'est devenu violent, mais dans le sens sportif du terme, hein. Il y a vraiment une bagarre monstrueuse, elle l'a toujours été, mais j'ai vraiment l'impression que là c'est je sais pas, peut-être décuplé. Alors est-ce qu'on prend de l'âge et du coup on est plus sensible à ces choses là, certainement, mais c'est vrai qu'il y a l'aspect sécuritaire pour les sprints et leur approche qui est assez importante et intéressante à mentionner. Et au passage, et c'est très bien de l'avoir mentionné, Fabio Jakobsen qui est remonté sur le vélo en début de saison en stage avec son équipe de Koenig Quick-Step, pardon. Et ça, c'est une des très très bonnes nouvelles pour le monde du vélo, que
le champion néerlandais ait pu remonter sur la bicyclette. Dernier point de ce podcast, on l'a évoqué, on l'a mentionné dans l'introduction, avec les invitations, les fameuses wildcards sur les 3 grands tours, notamment sur le Tour de France, avec les équipes, on le sait depuis quelques années, 22 équipes de 8 coureurs. Exceptionnellement, pour cette année 2021, on va passer de 22 à 23 équipes. Plusieurs raisons ont été avancées par les différentes organisations et les différentes institutions, notamment l'UCI, invoquant un petit coup de pouce par rapport à la saison 2020 qui a été compliquée pour de nombreuses structures cyclistes. Alors une aubaine et une bonne nouvelle pour des équipes françaises, et on a pu le voir, des déceptions pour des équipes italiennes sur le Giro. Hugo, est-ce qu'on peut se féliciter de ce passage de 22 à 23 équipes pour cette année, cette saison qui arrive ? Clairement pour moi, parce que avec Alpecin Phoenix qui a voulu prendre les 3 invitations des grands tours, j'imagine même, pour moi c'est aller droit dans le mur au niveau des invitations, avec seulement 2 par pays. Il y allait vraiment avoir de la casse quand on sait que Androni, qui encore n'est pas invité au Giro, n'a failli pas repartir, quand on sait les problèmes d'argent de Vinizabou ou encore Burgos qui est une petite équipe. C'est pareil, Cararual ou Euskaltel, c'est des petits budgets, et s'ils font pas leur grand tour chaque année, c'est compliqué de les revoir, quoi. En gros, c'est vraiment leur avenir, c'est participer à leur grand tour bien souvent. Donc pour moi c'est crucial que ça ait été délivré, même si peut-être qu'à la base de la décision c'est la Fédé française, parce qu'on voulait les 3 équipes françaises sur le Tour de France, mais pour moi c'était vraiment crucial de le faire, quoi. Mathieu ? Après, c'est vrai que oui, on en avait parlé un peu dans un podcast précédent, au mois de novembre ou décembre de mémoire. Voilà, c'est ça, sur le fonctionnement du World Tour, le fait que, en fait, en 2021, un petit peu, non, pas comme en 2000, si, comme en 2020, on va avoir de facto 20 équipes World Tour, puisque Alpecin Phoenix est invité sur toutes les courses World Tour et va décider de s'ils ont envie d'y participer ou pas, sachant que l'équipe belge a décidé qu'ils allaient faire les 3 grands tours, contrairement à Total Direct Energy l'année dernière qui avait mis de côté le Giro. Donc de fait, mais on peut pas leur reprocher finalement. Mais fondamentalement, sur juste eux leur position, ils ont la possibilité de faire les 3 grands tours. On va pas leur reprocher à eux directement. Après, par contre, c'est plus le fait que on se retrouve avec seulement 2 invitations. Et quand on voit le nombre d'équipes qu'il y a en France, en Italie, en Espagne, des équipes qui peuvent être lésées, qui comptent beaucoup sur ces invitations au Grand Tour, on se dit, quand même, ça demande 2 invitations pour participer au Tour de France, c'est peu quand même. C'est surtout qu'en plus on est dans un contexte où on a plus d'équipes World Tour qu'il y a quelques années, et les équipes continentales Pro Team, il y a beaucoup plus de densité que justement il y a quelques années, donc au final on se retrouve avec beaucoup plus de demandes, et sauf que ça peut pas être satisfait. Alors encore en plus, Alpecin demande, je pense sincèrement qu'elles vont demander l'intégralité des wildcards qu'elles peuvent avoir. Donc je pense qu'ils vont participer à tout le calendrier World Tour, parce que leur position c'est on a terminé 11e ou 12e équipe l'année dernière, donc on a le droit de participer à toutes les courses. Et c'est différent de Total Direct Energy qui choisissait. Et sachant qu'en plus, ils peuvent se permettre ça parce qu'ils ont 32 coureurs dans leur équipe avec les dispositions de cette année, et qu'ils ont en plus une équipe réserve d'une dizaine de coureurs. Donc en fait, c'est comme s'ils avaient fait un effectif de 40 coureurs, sachant qu'ils peuvent aligner leurs réserves sur les plus petites courses, et donc du coup leurs coureurs sur les grands tours. Après, effectivement, la question c'est, est-ce qu'ils ont un effectif de grand tour ? Moi, je pense pas, à part faire doubler Philipsen ou Merlier, ça sera juste prendre les échappées comme les équipes A des petites équipes espagnoles ou italiennes. Donc au final, ça reviendra au même, quoi. Hugo, à travers tes propos, on a vraiment l'impression que Alpecin joue avec les règles. On leur offre la possibilité. C'est une équipe qui communique tout au long de l'année et qui est présente partout, même dans les cyclocross. On communique tout au long de l'année. C'est pas leur tour, on va dire. Pour les transferts, honnêtement, c'est encore on sait toujours pas qui fait partie de quelle équipe. Quand je parle de communiquer, c'est en acte de présence tout au long de l'année dans l'environnement cycliste. Et ça, ils sont assez pionniers sur ce fonctionnement-là. Mais on peut pas leur reprocher. Est-ce qu'on dit oui, c'est ça, on peut pas leur reprocher. Mais ils ont raison. Ils sont dans leur droit, c'est sûr.
Mais voilà, c'est logique, ils sont dans leur droit. Mais tu te dis quand même, est-ce que ça va pas changer grand-chose qu'ils fassent une Vuelta ou pas, quoi. Ils sont, pour moi, ça détonnerait pas qu'ils fassent par exemple Giro Tour ou Tour Vuelta, mais qu'ils fassent les 3 grands tours en disant ouais, on est 11e, on a fait 11e l'an passé, donc on mérite plus que d'autres. C'est sûr que moi je me pose quand même des questions et on se dit est-ce qu'il n'y a pas trop d'équipes World Tour, parce que même Kubeka c'est pareil, on a déjà eu le discours, c'est est-ce ils ont un effectif pour faire 3 grands tours. Mon avis c'est non, et on a des équipes de haut de tableau Conti-Pro qui au final se rapprochent des équipes de bas de tableau World Tour. Donc au final, est-ce que c'est encore pertinent les divisions, quoi, à un certain moment? C'est ça. Puis après, même pour Alpecin Phoenix, on se dit fondamentalement, c'est une équipe qui va être très forte sur les classiques. Donc là, les classiques, bien évidemment, qu'ils vont en louper aucune, et ils ont tout à fait l'effectif pour le faire, pour les faire, et ça va peut-être même limite être compliqué de faire les sélections. Par contre, pour les grands tours en montagne, il n'y a rien. C'est que pour moi, c'est pour ça qu'ils sont obligés de faire doubler Philipsen ou Merlier, parce que même Van Der Poel, c'est ok, il va faire le tour. Oui, puis en plus, s'il veut aller faire le VTT au jeu, il va pas pouvoir être au four et au moulin pendant toute l'année. C'est surtout que, le tour, il aura quelques étapes, mais on le verra, c'est sûr. Mais voilà, tu auras des Meurice, des Vacoq, des Verveek. Bon, ça peut assurer une petite présence, mais ce que je dis, c'est si tu fais pas doubler Philipsen ou Merlier pour avoir une présence sur les sprints, tu vas juste te retrouver avec une équipe qui va jouer les échappées, comme ce que va faire au final les autres équipes espagnoles, italiennes, etc. Donc de ce point de vue-là, c'est sûr que c'est difficile de leur accorder du crédit. Mais après, Hugo, ils ont 32 coureurs, ils font ce qu'ils veulent. Voilà. On a bien compris que tu vas suivre le parcours d'Alpecin Phoenix cette année sur les en tant que coureur qu'il y a, en même temps. Mais en tous les cas, ce passage de 22 à 23 équipes, juste pour clôturer sur ce point-là, ça sauve un petit peu ASO d'un choix cornélien, et on peut finalement que s'en féliciter en tant qu'amoureux du sport cycliste et pour défendre nos équipes françaises, que le choix n'est pas finalement à se faire entre Arkea Samsic, Total Direct Energy et BNB Hotel. Heureusement, on va avoir nos 3 équipes, enfin en tous les cas ces 3 équipes qui étaient en lutte pour valider les dernières invitations sur la grande boucle. Donc belle présence française sur le Tour de France 2021. Donc c'est clairement. Mais après, déjà on est seulement fin février. Gardons-en sous le coude pour le Tour de France. Mais voilà, c'est très bon signe pour le mois de juillet. Pour le Giro, pour le coup, le problème s'est posé puisqu'il y a 4 équipes qui étaient candidates à 4 équipes italiennes, à laquelle on rajoute Gazprom, à laquelle on rajoute Arkea qui voulait faire 2 grands tours. Et au final, c'est Androni qui s'est fait mettre de côté. Et Gianni Savio, il a incendié les dirigeants de RCS dans une interview en live sur Instagram. Et fondamentalement, on peut le comprendre quand même. Là, sur ce coup-là, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Le Giro, historiquement, a toujours très bien défendu ses équipes ces équipes italiennes, ces équipes nationales. Là, on peut se dire qu'il y a eu quelque chose en interne. Il y a eu peut-être une petite salade qui n'est pas sortie dans les discussions grand public, parce que c'est très étonnant pour Androni. C'est la meilleure équipe italienne. Et c'est comme il disait, c'est qu'en fait Bardiani et Olo sont sponsors de Giro et des courses RCS en général. Et puis en plus c'est Olo, c'est Contador et Basso derrière, et tandis que après Vini Zabou, c'est sûr qu'ils s'en prenaient plus à Vini parce que c'est pas une équipe qui a des gros coureurs. Après on peut aussi le comprendre comme Androni, ils ont quand même perdu tous leurs gros coureurs ces dernières années. Mais même s'ils ont assuré une présence sur le Giro, fondamentalement ils n'ont pas aussi de gros coureurs pour le Giro, même si faut aussi prendre en compte que pour moi, je suis pas du tout rassuré pour leur avenir, parce que c'est l'équipe, certes avec Vini Zabou, mais c'est comme l'équipe qui a eu le plus de mal à boucler son budget et à repartir pour cette année. Et je suis vraiment pas sûr qu'il puisse s'en remettre. Savio dit lui-même qu'il n'est pas sûr de repartir. Donc moi, j'étais pas inquiet pour les équipes françaises, parce qu'elles ont quand même une base solide, même s'il a raté le tour. Mais je suis vraiment inquiète par exemple pour Androni. Ouais, voilà, ce débat des équipes et des wildcards est toujours très passionnant. Mais on aura très certainement l'occasion d'y revenir tout au long des podcasts Chasse Patate durant la saison. Donc, point de doute, ce sujet reviendra sur la table et on pourra de nouveau en reparler. Mathieu, est-ce que ce serait pas le moment de la chronique d'Hugo ? Tout à fait.
On le rappelle, lié au cyclisme de l'hémisphère sud et notamment les championnats d'Australie et de Nouvelle-Zélande avec un focus sur la jeunesse. Depuis un mois, on aurait eu un calendrier de la Siena Tour qui a été tronqué, mais qui aura quand même permis une bonne animation, puisqu'on aura tout de même eu les traditionnelles courses néo-zélandaises UCI, ainsi que le Santos Festival of Cycling en remplacement du Tour Down Under sur le calendrier national australien. Et dans la suite de ces courses ont lieu la semaine dernière les championnats nationaux des deux pays, et durant lesquels on a eu l'occasion de voir les mêmes jeunes acteurs qu'en janvier, et c'était donc très sympa à suivre. Côté Australie, nous avons vu le jeune Luke Plapp, du haut de ses 20 ans, qui sera montré extrêmement offensif en remportant une étape en solitaire du Santos Festival, tout en tenant la route de Richport dans Willunga Hill, malgré un plateau très hétérogène. Et ensuite, la semaine dernière, il aura également attaqué à plus de 60 km de la ligne des championnats d'Australie, avant de se faire reprendre et déposer dans le dernier tour malheureusement, mais tout en ayant quand même remporté le championnat national du contre-la-montre, en ayant largement battu les temps de Luke Durbridge, non seulement cette année, mais également l'an passé sur le même parcours, et ce après avoir été champion U23 l'an dernier. Et donc on sait déjà que plusieurs équipes World Tour se sont positionnées sur lui, et désormais on a juste hâte de le voir en Europe pour voir ce qu'il peut faire. Et côté Nouvelle-Zélande, c'est pareil, on a eu Finn Fisher-Black qui a remporté l'épreuve contre la montre U23, mais en battant le temps des élites, car c'est aussi du même parcours, et donc il a battu Aaron Gate de 8 secondes, sachant que Gate a devancé George Bennett et Michael Vink de 1 et 2 secondes, donc c'était un championnat très serré. Et derrière ces deux jeunes, ça pousse aussi avec Kellan O'Brien en Australie, qui était vice-champion du contre-la-montre espoir l'an dernier derrière Plapp, et qui a terminé 3e cette année, donc juste derrière Joe Bridge, et qui a aussi terminé second de la course en ligne, après avoir été aussi offensif dans le final, de moins loin que Plapp certes, mais qui s'est juste fait dépasser par Cameron Mayer sur la ligne, qui conserve donc son titre acquis l'an passé. Tandis qu'en Nouvelle-Zélande, sur la course en ligne, on a enfin la victoire de George Bennett qui remporte pour la première fois le championnat de Nouvelle-Zélande, donc c'est super pour lui, on verra un beau maillot. Et sur la course en espoir, on aura quand même vu Jack Drake qui avait remporté la course junior l'an passé, donc tout juste sorti en junior, qui a remporté la course espoir largement cette année. Et donc globalement, en fait, on a juste qu'une hâte, c'est voir s'ils feront le déplacement cette année dans un contexte quand même qui est difficile, qui n'est pas évident pour les jeunes. Et donc voir ce qu'ils peuvent faire en Europe, parce que la nouvelle génération, non seulement australienne mais aussi néo-zélandaise, ça s'annonce très prometteuse. Eh ben Hugo, merci beaucoup pour cette chronique. Le mot de la fin par rapport à ces jeunes coureurs de l'hémisphère sud que tu as pu observer depuis le début de saison. J'ai hâte de les voir. Après, je ne sais pas si je les verrai parce que, comme je l'ai dit, on ne sait pas s'ils vont pouvoir venir en Europe parce que ça y est, sur les courses World Tour ou même les autres courses organisées en dehors des World Tour, parce que souvent c'est associé. Il y a déjà plusieurs annulations et c'est les courses qui sont en premier, donc j'espère quand même qu'ils auront un beau calendrier parce que ça a déjà beaucoup sauté l'an passé, donc on aimerait bien les voir quand même. C'est sûr que pour le coup, ça serait pas mal quand même que, peu importe les pays, que les espoirs, les juniors puissent avoir quand même un calendrier quand même plutôt décent. Il y a le Tour des Flandres junior qui a été annulé, il me semble, il y a quelques jours. Donc j'espère qu'ils vont pouvoir quand même avoir de belles courses cette saison. Ils en ont besoin. Eh bien messieurs, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les deux, Mathieu, Hugo, merci pour vos analyses et ce décryptage de l'actualité vélo de ces dernières semaines. Merci également à vous tous, comme d'habitude, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir suivis. On espère que vous avez appris pas mal de choses et que vous vous projetez tout comme nous dans les prochaines courses de la saison. Comme d'habitude, vous le savez, n'hésitez pas à échanger sur les différentes plateformes et différents réseaux sociaux du groupe Eto. On se retrouve, comme chaque fois, comme chaque saison, très prochainement. Hugo, Mathieu, à très bientôt. Prenez soin de vous, bye bye. Salut. Salut.